Nous avons le plaisir d'accueillir Serge Abitboul, qui nous fait le plaisir et l'honneur de nous parler donc de la science questionnée par le numérique, donc tout à fait dans le droit fil de l'intervention de Gilles. Donc Serge est directeur de recherche INRIA, en recherche à l'ENS Paris, mais en détachement, c'est un détachement qu'il faut dire, à l'ARCEP. Alors tout le monde ne connaît peut-être pas l'ARCEP, tu pourrais peut-être nous en dire deux mots. Voilà. Merci Christine. Vous m'entendez au fond avec ce micro? Super. Oui, donc deux mots sur l'ARCEP qui fait que je fais moins de recherche en ce moment. Je suis en détachement là-bas. C'est l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste. Donc peut-être juste un mot pour dire comment je suis arrivé là-bas. Je me suis intéressé aux questions dont on parle aujourd'hui et j'ai travaillé, je vais vous présenter un peu le fruit de cette réflexion il y a quelques temps. Et je me suis posé la question de qu'est-ce qu'on fait pour régler tout ça, pour régler les problèmes notamment que Gilles a mentionnés. Alors évidemment, et je pense qu'il a complètement raison, peut-être le plus important, c'est l'éducation de la population, l'éducation de tout le monde, en particulier les décideurs, mais je pense de tout le monde. Un deuxième aspect, c'est un aspect, disons, de faire de la recherche académique ou dans les entreprises qui soit orientée vers des motivations éthiques et qui donne les moyens de vérifier qu'on fait les choses bien. Un point de vue là-dedans, c'est que pendant des années en informatique, on a fait les choses poussées par les performances. Il fallait qu'on aille de plus en plus vite. Il fallait qu'on gère, moi je travaille dans les données, il fallait qu'on gère des téraoctets de données, il fallait qu'on réponde en quelques millisecondes. Maintenant, on sait faire tout ça. Et les questions aujourd'hui sont devenues comment on apprend à faire les choses bien, à pas laisser de biais dans l'analyse de données, ce genre de trucs. Et puis, il y a une troisième dimension, c'est l'État, le gouvernement peut aider à ce genre de choses. Et comme on m'a proposé un boulot dans un organe de régulation, l'ARCEP, je travaille là-dedans. Et par exemple, récemment, j'ai participé à une mission sur comment on pourrait réguler mieux les contenus haineux sur Facebook. Sur les plateformes en général. Bien, donc là, on va rentrer un peu dans le sujet. Je vais vous parler des sciences transformées par le numérique et il y a pas mal d'overlap avec ce qu'a dit Gilles, mais je pense que c'est pas mal parce qu'on a des points de vue qui sont à la fois très proches, mais en même temps des variantes dans la façon de présenter. Puis comme c'est très important, c'est pas grave que ce soit dit deux fois. Ensuite, on parlera de promesses et de risques dans l'analyse de données, et pour déboucher sur le besoin d'introduire de l'éthique là-dedans. Alors, au départ, je vais aller vite parce que vous connaissez tous ça, j'imagine. Mais une seconde quand même pour essayer de soulever un peu une incompréhension qui crée des tas de confusion. Alors, il y a deux choses là-dedans. Il y a l'informatique, c'est une science, c'est une technique. C'est plus compliqué que juste d'apprendre à pisser du code. Il y a quand même des choses dedans. Il faut apprendre ce que c'est que des algorithmes. Il faut comprendre comment fonctionnent les machines. On va revenir sur la pensée algorithmique. Et puis, il y a le monde qui utilise tout ça, qui a été numérisé, qui est devenu numérique. Et ça, c'est des usages, c'est une culture, c'est plein de choses. Ça, c'est la littératie numérique. Les deux sont importants. Il ne faut pas tout mélanger. Alors... quand on commence à utiliser ce genre d'outils, quelque part au milieu du XXe siècle, on commence immédiatement, pratiquement tout de suite, à l'utiliser dans les sciences. Pourquoi? Parce qu'en fait, le développement de ces outils a été en grande partie motivé par des approches scientifiques. Et on voit ça dans toute l'histoire de l'informatique. L'histoire de l'informatique est tirée par les sciences. Le web, dont on parle beaucoup, a été créé dans un labo de physique. C'est pas par hasard. C'est parce que les scientifiques sont demandeurs de nouvelles techniques, et là, il y a un nouvel outil. D'une certaine façon, alors moi je suis informaticien, donc j'ai la grosse tête, je vais vous dire que cet outil, c'est la première fois qu'il y a un outil qui est vraiment ce que les scientifiques, ce dont les scientifiques rêvent. Leurs outils étaient toujours un petit peu limités, quoi. Ils avaient une calculatrice pour faire des opérations. Bon, c'est bien une calculatrice, on peut faire des opérations, mais quand même, ça ne fait pas terrible. Maintenant, on vous donne un super calculateur, vous faites des milliards d'opérations à la seconde. Donc voilà, ça commence à être un outil qui a la dimension de ce dont rêvent les scientifiques.
Les sciences se numérisent à toute vitesse, alors plus ou moins vite quand même, hein. Je veux dire, en géographie, par exemple, ça arrive très vite. Les géographes se mettent très vite à ces nouvelles technologies. En histoire, c'est un peu plus lent. Mais quand même, hein, ça arrive. J'ai pris volontairement ici comme exemple des sciences humaines et sociales parce que la transformation ne se limite pas aux sciences dures. Ici, on est dans quelque chose qui est plutôt près de la médecine. La médecine, évidemment, est transformée, mais l'histoire est transformée, l'archéologie est transformée. Si vous allez au département d'archéologie de l'École normale supérieure, vous verrez des gens qui travaillent avec des bases de données, des gens qui utilisent des outils informatiques pour reconstruire en 3 dimensions une villa à Pompéi. Voilà, tout ça, c'est aujourd'hui. Alors, il y a les premières applications, les premiers outils qu'on utilise, l'ordinateur, blablabla, tout ça, vous connaissez. Et puis après, ça devient, surtout dans tout le monde, c'est Internet, ça transforme complètement le travail des scientifiques. Faut arrêter de se fermer les yeux. Avant, quand on voulait travailler sur un texte qui était à la bibliothèque de Florence, ben, on réservait du temps, on allait jusque là-bas. Maintenant, le texte est numérisé, on fait ça dans son bureau. On voulait travailler avec un collègue qui était en Turquie. Ben non, c'est compliqué. On en fait un coup de Skype, on cause avec son collègue en Turquie, on s'échange des documents, on fait ça sur Google Docs. En fait, je vous apprends rien. Bien, donc tout ça, ça a changé la façon de travailler de tous les scientifiques. Le deuxième étage, qui est plus fondamental d'un certain point de vue, même si on le voit moins au jour le jour, c'est que ça a changé aussi la façon de penser. C'est ce qu'on appelle la pensée algorithmique. La pensée algorithmique, c'est quand vous avez un problème trop complexe, très complexe, vous le rendez algorithmique. Alors vous faites quoi pour le rendre algorithmique? Vous numérisez les données, vous formalisez, vous faites des abstractions là-dedans, vous symbolisez tout ça pour arriver à ce qu'une machine puisse vous aider à raisonner, à travailler sur ce problème. Et du coup, ça nous permet de travailler sur des problèmes qui étaient d'une certaine façon au-delà de ce que la tête d'un pauvre scientifique pouvait contenir. Alors, la biologie n'a pas attendu ces outils, mais il y a eu un progrès considérable parce qu'il y a des choses qu'on peut faire de façon algorithmique maintenant, la géographie, etc. Alors, il y a 2 aspects qui sont absolument importants là-dedans. Je vais mettre plus dans le temps. Le premier, c'est la simulation numérique. Alors, si vous voulez étudier l'évolution des populations dans des grandes villes dans le monde, vous avez plein de données et puis vous faites des simulations. Vous regardez ce qui s'est passé, vous essayez d'avoir un modèle. On revient vraiment sur un modèle. Vous essayez d'avoir un modèle, vous modélisez votre problème et puis vous essayez de regarder si le modèle que vous avez développé correspond à la réalité. Et quand vous avez un modèle qui correspond à la réalité, vous avez appris quelque chose sur le développement des grandes villes dans le monde. Donc ça, c'est la simulation numérique. Le deuxième, c'est l'analyse de données, dont Gilles a pas mal parlé. C'est, vous avez plein de données, et puis vous essayez de comprendre, découvrir des corrélations. Une fois que vous avez découvert des corrélations, après, vous aimeriez bien les expliquer quand même. Ce n'est pas juste découvrir des corrélations. Ce qui est important dans tout ça, c'est que les données tiennent une place centrale, d'où un peu de temps là-dessus. Les données, c'est pas récent, tablette sumérienne, 4e millénaire avant Jésus-Christ, on avait déjà des données. C'était utilisé pour des tas de choses, comme par exemple en cas de décès, pouvoir traiter l'héritage. Puis l'imprimerie, puis l'ENIAC. Alors j'ai mis ça, c'est un peu une transformation rapide de l'histoire, mais tout ça, c'est pour traiter des données. Le mot américain « computer science » est très mauvais. Computer science, la science du calcul. Oui, bien sûr, on calcule, on raisonne. Mais ce qui est important quand même, le cœur là-dedans, c'est les données, c'est l'informatique. Le nom français, informatique, d'information, est finalement beaucoup mieux. Je crois que c'est en danois. Le mot, c'est autour de data. C'est le truc qui est dedans, c'est data. Il n'y a pas vraiment de séparation là-dedans. On passe un peu naturellement dans le temps. Alors là, j'ai mis quelques chiffres. C'est 2017, ça ne sert à rien de les mettre à jour parce que ça c'est, en gros, vous multipliez par 2 tous les 18 mois, puis vous avez des chiffres, vous aurez probablement le chiffre d'aujourd'hui. Ce qui est important, c'est que c'est quand même
impressionnant. Je vais juste en donner un. Google, 3,5 millions de requêtes par minute. C'était en 2017. Bon, on n'arrive même plus à voir. Bien. Alors, ça a été, moi, je me suis arrêté à 4V. Encore que j'en rajoute un cinquième que Gilles n'a pas mentionné. Gilles n'aura pas tout dit. Le cinquième, c'est la valeur. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on veut dans ces données? C'est qu'est-ce qu'on va faire avec. On arrête un peu le baratin. On n'a pas des données pour les données. On a des données pour les valoriser. Alors, dans l'industrie, c'est pour faire de l'argent. Dans la science, c'est pour faire progresser la science. La véracité aussi, parce que... Alors, par exemple, sur Internet, quand vous prenez une donnée au hasard sur Internet, toute la probabilité que ce soit une donnée qui n'a aucun sens. Donc, ces données ont beaucoup de valeur, et qu'est-ce qu'on va faire avec? C'est l'analyse de données. Alors, l'analyse de données, je vais repasser une seconde là-dessus, parce que c'est souvent vu de façon un peu naïve. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans comme science? Alors, je suis informaticien, je suis très fier, c'est une production de l'informatique. Ça s'appelait au début data mining. Ça s'est évolué dans le nom, mais en gros, c'est nous qu'on a inventé ça. Je suis très fier. Mais évidemment, on n'est pas parti de zéro. Là-dedans, il y a énormément de maths, il y a beaucoup de statistiques. Donc les statistiques sont au cœur de tout ça. Et puis, il y a les métiers. C'est-à-dire que faire de l'analyse de données sans comprendre le sens de vos données, ça n'a aucun sens. Si vous me permettez cette expression un peu bizarre. On ne peut pas analyser des données si on ne les connaît pas. Si on ne les a pas regardées dans les yeux et si on ne comprend pas ce qu'il y a dedans. Alors, vous pouvez peut-être utiliser le même algorithme en biologie ou en analyse de texte. Je veux bien. C'est le même algorithme. OK. Seulement, vous comprendrez les résultats de cet algorithme dans le premier cas si vous êtes biologiste et dans le deuxième cas si vous êtes linguiste. Autrement, vous ne le comprenez pas. Vous n'êtes pas capable de comprendre ce que vous voyez. Alors, le dernier point sur lequel on va passer un peu de temps, c'est une dernière dimension qui est l'éthique là-dedans. Alors, pareil, je voudrais revenir un petit peu sur qu'est-ce qu'on fait là-dedans. Quand on fait typiquement un problème de cette nature-là, on doit commencer par regarder le problème. Là, j'ai un papier, un stylo, un tableau, on discute avec des collègues, on essaie de comprendre ce que Gilles a dit aussi, par exemple, c'est on choisit les données qu'on va mettre dedans. Sinon, encore une fois, ça n'a pas de sens. Ensuite, il y a toute la phase d'acquisition de données, toute la phase gestion de données, il faut la mettre sur des machines, il faut l'organiser, la structurer. Ensuite, il faut faire l'analyse de données, c'est-à-dire faire tourner des algorithmes. Alors, ça peut être des algorithmes d'analyse statistique, ça peut être des analyses d'apprentissage automatique, de réseaux de neurones, ce que vous voulez. Ensuite, de plus en plus, dans ces problèmes-là, les données sont considérables. Donc, il faut considérer le problème de passage à l'échelle. Et puis, les autres trucs, comme la visualisation des résultats, l'exploitation des données. Je vais juste vous raconter une anecdote là-dessus. C'est dans les télécoms. Les gens avaient fait un super système qui arrivait à prédire le churn. Ils arrivaient à prédire quand quelqu'un avait une grande chance de quitter le système. Alors, c'est les téléphones mobiles. Les gens changent beaucoup de téléphones mobiles. Ils avaient un système qui leur permettait, avec des données qui étaient assez improbables, de trouver que la personne avait une très forte probabilité de vouloir partir et changer de téléphone mobile. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils appelaient la personne et la personne répondait « Ah justement, comme je vous ai au téléphone, vous pouvez me dire quelle est la procédure pour changer de téléphone mobile ?» Donc, ça n'a que accéléré le truc. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas juste d'analyser les données, c'est qu'est-ce que vous faites avec cette analyse. Et ce que je voulais montrer aussi là-dessus, c'est qu'on focalise beaucoup sur quelques algorithmes d'analyse. Ils sont importants. Mais tout le reste, c'est-à-dire la phase amont d'acquisition et d'organisation de données, typiquement dans une vraie application, c'est 80% du temps. Ensuite, vous avez la petite phase d'analyse qui peut faire des gros calculs, mais ça, ce n'est pas les personnes qui le font, c'est les machines, donc on s'en fout. Et puis à la fin, il y a l'exploitation. Et ça aussi, ça peut faire... Alors, quand je disais 80%, c'est 80% du temps hors exploitation. L'exploitation, ça prend autant de temps que vous pouvez, quoi. Bien. Alors, tout ça pour vous préciser les choses et arriver à tordre le cou à un mythe que Gilles a déjà un peu désossé. Alors, en simplifiant, vous avez l'approche classique qui était on propose une théorie qui tient sur quelques diapos et on cherche à la vérifier expérimentalement. C'était vachement bien.
on pouvait expliquer une théorie, on pouvait l'avoir dans la tête. Hein. Un scientifique pouvait voir, je ne sais pas moi, la formule de Newton, ça je peux la comprendre, et puis après, je m'amuse à la vérifier expérimentalement. L'approche d'analyse de données massives, c'est pas ça, c'est bon, on va mettre plein de données, on va accumuler tout ce qu'on peut, puis on va laisser parler les données, il y a un côté un peu magique, et puis il y a une théorie qui va sortir. Peut-être qu'elle ne sort pas si on n'a pas de chance, mais si on sort, on a une super théorie, et puis à partir de là, on pourra décider. Une théorie, ça me gêne presque d'utiliser ce mot-là, c'est pas vraiment une théorie, c'est un truc qui va dire, faut faire ci, faut faire ça, on n'a pas compris grand-chose au processus. Alors, non, évidemment non. On est scientifique ici, on sait bien que ça ne marche pas comme ça. Encore que énormément de scientifiques. Bon, Chris Anderson, qui était cité, absolument rien de scientifique. Donc là, moi, je passe ça en profit et perte. Après tout, un journaliste a le droit de penser ce qu'il veut. Mais il y a des scientifiques qui, pendant un moment, un certain temps, parce qu'ils ne connaissaient rien à cette technologie, parce qu'ils ne connaissaient rien à l'informatique, il y a des scientifiques dans différentes disciplines qui ont cru à ça, qui se sont laissés blouser. C'est juste de l'ignorance. Quand ils ont essayé, quand ils ont compris un peu plus ce que c'était que l'informatique, ils ont compris que ça ne marchait pas comme ça. Donc l'explication du monde venait d'abord par la religion. Ensuite, les scientifiques sont arrivés, on dit non, il faut arrêter, c'est pas sérieux, ça, voilà, c'est nous qui allons vous expliquer qui allons vous expliquer le monde. Et alors maintenant, il n'y a même plus besoin des scientifiques, il n'y a plus besoin de la religion, c'est juste l'analyse de données massives. Non, évidemment, ça n'a aucun sens, et c'est juste bête et naïf. La vraie chose, c'est que là, on a un outil. Encore une fois, c'est un des outils que l'informatique met à disposition, l'informatique et les mathématiques mettent à disposition de la communauté scientifique, et c'est un outil parmi les autres. Alors là, je reprends, j'ai peut-être déjà assez insisté là-dessus, sur le fait, je vais plutôt prendre un exemple pour montrer que je ne sais pas si l'exemple... Non, il n'est pas là, mais je vais le faire oralement. Prenons le climat. Le climat, c'est quelque chose qui est fortement basé aujourd'hui sur l'analyse de données. On récupère des tas de données et c'est fortement dépendant de ça. Les modèles qu'on obtient dépendent de ça. Mais ce n'est pas du tout quelque chose qu'on laisse parler. Les climatologues ont un mal de chien à choisir des bonnes données, à trouver les bonnes données. Ensuite, l'algorithme qui simule le climat, ce n'est pas juste un algorithme qui fait à peu près n'importe quoi, c'est un algorithme qui tient en compte de toutes les connaissances scientifiques qu'on a aujourd'hui, des connaissances sur la physique, sur la chimie, sur l'électromagnétisme. Tout ça, ça rentre en compte, ça rentre dans ce très gros algorithme qui va essayer de simuler le climat. Difficulté, c'est que si on faisait juste une grille, on prend la Terre et puis on fait une grande grille et puis on essaie de regarder de simuler comment ça se passe, il faudrait des machines des milliards de fois plus puissantes que ce qu'on a. Donc il faut faire des approximations. Il faut choisir des simulations réalistes. Donc ça, c'est un travail considérable, c'est un travail scientifique, c'est un travail qui met en jeu des scientifiques de toutes les disciplines. Une fois qu'on est arrivé là, le modèle, il a toutes ses imperfections, donc il faut le comparer, il faut évaluer le modèle en permanence, le corriger. Donc voilà, c'est un travail qui a rien à voir avec cette idée. Je mets plein de données et puis je les laisse parler. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est un travail extrêmement compliqué qui met en cause un grand nombre de scientifiques, de collaborations pluridisciplinaires. Alors, est-ce que le domaine scientifique en ressort affaibli? Moi, je ne crois pas. C'est vrai que les résultats de la météo, c'est moins beau que les formules de Newton. C'est un gros programme qui simule la météo et qui tient compte de plein de choses. OK, mais d'un certain point de vue, les scientifiques ont l'habitude de ne pas tout savoir. Moi, ce que j'aime bien dans un scientifique à la radio, par exemple, c'est quand il dit « je ne sais pas ». Vous n'entendrez jamais un homme politique ou une femme politique,
malheureusement même une femme politique, vous n'entendrez jamais, rarement dire « je ne sais pas ». Un scientifique ne sait pas. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas et on arrive à vivre avec ça. Donc là, il y a des choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas expliquer pourquoi ce programme marche et peut-être pas un autre. Et puis surtout, ça s'attaque à des questions qu'on ne savait pas traiter avant. Bien. Alors, je vous ai parlé, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de confusion aussi dans la terminologie là-dedans. Je vous ai parlé ici de ce qu'étaient les techniques statistiques de découverte d'informations. Alors, on a utilisé à un moment donné data mining, on a utilisé le mot big data, on a utilisé le mot statistical learning. J'aime bien statistical learning parce que la machine essaie d'apprendre à partir de statistiques sur les données. D'accord? Donc, on va appeler ça statistical learning. Il y a d'autres techniques qui sont devenues populaires parce qu'elles ont des résultats superbes récemment. C'est les techniques à base de réseaux neuronaux que certaines personnes appellent maintenant machine learning, qui, dans une confusion totale, maintenant deviennent intelligence artificielle. Donc, il y a d'autres techniques, appelons-le plus précisément par réseaux neuronaux profonds, où là, ce sont des techniques qui sont basées sur des systèmes dont on ne sait pas exactement comment ils fonctionnent. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a des exemples, ou qu'on peut trouver des exemples. Et donc, on va essayer de prendre un gros système avec plein de paramètres et d'essayer de fixer les paramètres pour qu'ils collent le plus à cette réalité. Alors là, encore une fois, ça a des résultats superbes. C'était dit, par exemple, pour l'analyse de la parole. Très beau résultat. Scientifiquement, je vais être honnête avec vous, ma compréhension, c'est qu'on ne sait pas vraiment pourquoi ça marche. C'est encore très empirique. Alors, il y a des gens qui travaillent dessus, et des matheux, des informaticiens qui bossent là-dessus. C'est un sujet passionnant, mais aujourd'hui, pourquoi ça marche, on ne sait pas très bien. On vous donne un jeu de données, il y a un algorithme qui va bien fonctionner mieux qu'un autre. Comment on va trouver? On va l'essayer tous les deux, puis on va voir celui qui marche le mieux. Ce n'est pas hyper scientifique, mais ça marche. D'accord? Donc, c'est en train d'avancer, c'est une science qui progresse. Problème aussi, très souvent, on ne sait pas expliquer les résultats. Pas toujours convenable. Si vous voulez faire du diagnostic médical en médecine générale, par exemple, dire une boîte noire qui sort au médecin, moi je pense que c'est ça et que votre patient a, ça ne satisfait pas un médecin. Le médecin, il veut qu'on lui donne une explication, une analyse, on veut qu'on lui donne peut-être des probabilités. Juste la boîte noire, c'est juste pas suffisant. Un autre problème sur lequel je voulais insister, c'est le fait que si vous avez de mauvaises données, si vous avez des données biaisées par exemple, vous avez de mauvais résultats. Les informaticiens, on capture ça avec un terme qu'on aime bien, c'est garbage in, garbage out. Si vous foutez de la poubelle à l'entrée, vous aurez de la poubelle à la sortie, et ça marche bien. Alors, je vous ai dit, on ne sait pas mesurer l'erreur, on ne sait pas expliquer les résultats. Ces techniques-là posent un certain nombre de défis scientifiques. Parce qu'en tant que scientifique, on n'est pas satisfait de « j'ai un bon résultat ». On aimerait savoir pourquoi. Ça ne nous empêche pas de les utiliser, mais encore une fois, il faut prendre un petit peu de distance vis-à-vis d'elles. Et puis peut-être il y a des domaines où il faut juste attendre un peu ou pas les utiliser pour l'instant. Alors, nouvelle partie de cet exposé, promesses et risques de l'analyse de données. Là, je vais aller vite parce que c'est assez facile et tout le monde connaît ça, même si les gens ont tendance à se balancer d'un côté ou d'un autre. Si vous voulez, la partie gauche, c'est toutes les promesses. C'est si vous êtes un gourou de la Silicon Valley et que vous avez dans votre ADN l'idée de solutionnisme informatique ou solutionnisme numérique. Vous avez n'importe quel problème, je vais vous le résoudre avec un coup d'algorithme. Ça, c'est la partie gauche. N'empêche que cette technologie fait faire des progrès considérables dans des tas de domaines. La partie droite, c'est, alors là, je dirais plutôt le journaliste de base en France. Et c'est très français, hein, c'est-à-dire que les médias français sont globalement beaucoup plus technophobes que dans... Moi, j'ai habité, par exemple, en Californie. En Californie, les médias sont pleins des succès scientifiques.
en France, les médias aiment bien les gros risques que la science peut donner. D'accord ? Bon, sans vouloir trop balancer quand même. Donc, il y a si vous me demandez où je me situe, bah, j'ai à peu près la moitié de mon cerveau à gauche et l'autre moitié à droite, et je ne sais pas. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que l'esprit de contradiction des scientifiques, quand je suis avec des technophobes, je suis un technophile à fond, et quand je suis avec un technophile, je balance. Bon, donc, il faut avoir bien conscience de ça. Et on va voir des exemples pour fixer un peu plus les idées. Quelques exemples pour fixer les idées. Alors celle-là est très simple et je l'aime bien. C'est pour acheter des agrafeuses. Alors, il y a des gens qui ont regardé, qui ont trouvé que le pricing des agrafeuses sur staples.com, qui est un site web américain, était quand même assez bizarre. Donc ils ont essayé d'analyser et ils se sont aperçus que si vous habitiez dans un quartier défavorisé, le prix de la graffeuse était plus cher que si vous habitiez dans un quartier riche. Ce qui paraît pour le moins suspect. D'accord ? Donc ils sont allés voir les gens de staples.com en disant « Mais c'est quoi ? Vous avez dans votre programme une ligne de code, si vous êtes pauvre, payez plus cher votre agrafeuse ?» Les gens de staples.com se sont dit « Non mais ça va pas ». Et ils ont regardé, ils se sont aperçus qu'en fait, il y avait une variable qui était utilisée, c'était la distance avec un magasin qui vendait des agrafeuses. Or, il se trouve que les magasins qui vendent des agrafeuses sont beaucoup plus dans les quartiers riches que dans les quartiers pauvres. Home Depot, ce genre de trucs. Bon, ben voilà, donc de fait, on se retrouve avec une situation où si vous avez peu d'argent, vous payez plus cher les agrafeuses que si vous avez beaucoup de fric. Ce qui, encore une fois, sociétalement, n'est pas ce qu'on aimerait soutenir. Mais ça peut passer complètement inaperçu. Si quelqu'un n'avait pas été assez vicieux pour essayer de comprendre quel était le pricing de staples.com, ça serait encore le cas aujourd'hui. Deuxième exemple, la discrimination sexiste dans les pubs. Alors, c'est un truc qui date de 2015, donc ça commence à être un peu vieux. Ça a changé chez Google, ils changent pratiquement toutes les semaines. Mais l'idée, c'est qu'à l'époque, ils avaient un logiciel, ils avaient mis quelque chose qui vous permettait de savoir quelles étaient les variables qui étaient utilisées pour vous balancer de la pub. Et puis, vous pouviez les changer, même à la limite, je veux dire, ils avaient décidé... Alors, c'était pas très bon, mais ils avaient décidé que vous aimez bien les chats, et vous pouviez dire, non, moi, je veux pas que ça s'enlève. Vous pouviez l'enlever, vous receviez plus de publicité sur les chats. Mais bon, il y a des chercheurs qui ont essayé de regarder ça. C'est pas des chercheurs, c'est des gens des gens de The Guardian, je crois, qui ont regardé ça et qui se sont aperçus qu'en fait, il y avait une variable qui était utilisée pour balancer de la pub, qui n'était pas marqué dans les variables qu'ils donnaient. Et c'était le sexe de la personne, le genre de la personne. Alors déjà, on peut se poser la question, est-ce que c'est normal d'utiliser le genre de la personne pour envoyer de la pub ? Quand on voit sur le résultat là, ça paraît quand même bizarre, c'est que si vous étiez une femme, le pourcentage de publicité pour des hauts salaires était beaucoup plus bas que si vous étiez un homme. Alors, si vous êtes un peu vicieux, vous pouvez dire c'est comme dans la société. Hein. Et c'est vrai que c'est souvent le problème de l'analyse de données. L'analyse de données répercute ce qui se passe dans la société. Donc, encore une fois, je ne pense pas qu'ici, il y avait chez Google un informaticien qui était un peu vicieux pour écrire si c'est une femme, c'est pas la peine. Elle n'a pas besoin de gagner d'argent, son mari en gagne assez, laissez tomber. Non, c'est certainement pas ça qui se passe. Mais en reproduisant des faits sociétaux, on prolonge des problèmes de la société, voire on les aggrave. Ça a été montré pour des problèmes d'embauche. Ce que je voulais aussi montrer dans cet article, dans cet exemple, c'est que c'est pas facile. Parce que comment vous arrivez à montrer que les femmes reçoivent des propositions d'emploi moins fortes que celles des hommes ?
Parce qu'on peut toujours vous dire, bah non, mais c'est cette femme en particulier qui reçoit. Puis alors après, on peut vous dire, mais non, mais c'est parce que les femmes touchent des salaires moins élevés, parce qu'elles sont dans des professions. Il y a tellement d'autres variables, tout est tellement corrélé, que arriver à démontrer ce genre de biais, c'est extrêmement compliqué. Donc, ce qu'ont fait, ce qu'ont fait des gens dans ce truc-là, Carnegie Mellon, ce qu'ils ont fait, par exemple, c'est qu'ils ont créé des profils identiques. Donc, ils créent 2 profils sur le web identiques de personnes qui sont exactement les mêmes, qui envoient les mêmes messages, qui visitent les mêmes sites web, etc. Il y en a une qui est une femme, il y en a une qui est un homme. Et puis après, ils regardent si ce qu'elles reçoivent comme pub, ces 2 personnes virtuelles, ce qu'elles reçoivent comme pub. Mais vous voyez un peu le travail. Et il y a plein d'autres variables à étudier. Hein. Est-ce que c'est basé sur vos origines ethniques? Est-ce que c'est basé sur votre âge, etc. Pour chacune de ces études, il y a un travail considérable à faire. Donc, des biais, il y en a. Maintenant, on le sait. Ce que voulait montrer cet exemple, je voulais insister dans cet exemple, c'est montrer que ce n'est pas facile. Il y a du travail pour arriver à vérifier ce genre de choses. Discrimination ethnique d'injustice, c'est pour montrer un autre aspect là-dessus. Alors ça, c'est quelque chose, c'est un logiciel qui s'appelle Compass. C'est un logiciel qui est utilisé aux États-Unis, qui aide les juges, c'est pas le logiciel qui décide, mais qui aide les juges à décider de la libération sous parole, libération sous condition. Parole en anglais. C'est assez simple aux États-Unis en théorie, parce que la seule chose qu'il faut décider, c'est est-ce que la personne a un risque de récidive. Et donc ça, on peut dire, avec plein d'informations statistiques, on peut y arriver. Donc c'est ce qu'ils ont fait dans ce logiciel, et ils se sont aperçus que le logiciel surestimait le risque pour les personnes pour les Noirs. Donc il y avait une surévaluation du risque, donc on avait tendance à les laisser plus en prison. Ce que je voulais montrer dans cet exemple, c'est que les choses ne sont pas si simples que ça. Il y a eu toute une polémique pour savoir si le logiciel était véritablement biaisé ou pas. Parce que d'autres gens sont arrivés à montrer un autre critère qui disait non, vous voyez, regardez, suivant cet autre critère, le logiciel n'est pas biaisé contre les Noirs. Et donc, vous aviez 2 critères face à face qui avaient l'air tous les 2 fort respectables. Et à l'arrivée, il y a un scientifique qui a montré que on ne pouvait pas satisfaire les 2 critères. Les 2 critères étaient incompatibles. Il fallait choisir soit l'un, soit l'autre. Donc, définir ce que ça voulait dire être biaisé en faveur d'une certaine race par rapport à une autre, c'était déjà quelque chose qui était compliqué à faire. Juste décider ça. Donc après, dire si le logiciel est biaisé ou pas, ça devient un nouveau calcul. Mais rien qu'arriver à définir ce que ça veut dire biaisé, c'est compliqué. C'est ce que je voulais montrer dans cet exemple. Il y a autre chose que je me suis aperçu a posteriori qui était intéressant dans cet exemple, c'est que des gens ont cherché à mesurer la qualité de ce logiciel. Donc ce logiciel qui était utilisé quand même, beaucoup utilisé par des juges, mais il y avait des juges qui disaient non, moi je trouve que les résultats sont pas bons, je trouve que c'est dégueulasse, moi j'ai arrêté de l'utiliser. Donc il y a des gens qui ont essayé de mesurer scientifiquement les résultats, et ils se sont aperçus que, en fait, c'était vrai, le logiciel était mauvais. Les résultats, étaient mauvais. Donc il faut aussi se méfier de cette croyance. Il y a une double croyance qu'il faut écarter. Première croyance, parce que c'est des algorithmes qui résonnent, qui sont neutres, etc., ils ne sont pas biaisés. Ce n'est pas vrai. Ils peuvent être biaisés pour plein de raisons différentes. Deuxièmement, parce que c'est des algorithmes qui fonctionnent, qui résonnent automatiquement, etc., qui font plein de calculs, ils font des millions de calculs, beaucoup plus que ce qu'un humain pourra faire, ils ont des bons résultats. Ce n'est pas bon, ce n'est pas vrai. Ils peuvent être mauvais, juste parce que le programme a été mal écrit, parce que la situation a été mal analysée, etc. Il y a plein de raisons. Alors, comme il y a un phénomène de boîte noire, vous avez des startups qui arrivent en disant, voilà, j'ai résolu votre problème. Vous avez des problèmes pour je ne sais pas, placer des gens pour un problème de RH. J'ai le logiciel qui fait exactement ce que vous voulez. Je ne peux pas vous montrer ce qu'il y a dedans parce que c'est un secret industriel, un secret de fabrication. Mais faites-moi confiance, ça donne des bons résultats. Non, faites pas confiance. C'est pas parce que c'est basé même sur une très belle technologie qui est le machine learning ou le statistical learning que ça fait de bons résultats.
Bon, ça, je vais passer parce que ça va nous mettre de mauvaise humeur. Bon, alors voilà, c'est ce que j'ai un peu expliqué, c'est que les algorithmes sont-ils justes? Non, ils ne sont pas justes, ils ne sont pas injustes. Ils sont ce que nous en faisons. Par contre, je crois vraiment qu'ils permettent plus de justice. Si on fait attention, si on les utilise bien, ils permettent plus de justice. Alors là, je vais prendre un autre exemple dans la justice, parce que j'ai pas mal discuté avec des juristes récemment. Il y a une étude qui a montré que, toujours pour cette mise en liberté sous condition, qui a beaucoup été étudiée, si vous passez après le repas, votre probabilité d'être mis en liberté sous condition est plus forte que si vous passez avant le repas. Donc vous avez appris au moins un truc dans cet exposé, c'est que si vous devez passer devant un juge de liberté sous condition aux US, demandez à passer après le repas. Non mais sérieusement, c'est pas quelques pourcents, c'est énorme. Donc les juges sont biaisés, bien sûr. On le savait, les êtres humains sont biaisés, on le savait. On est des fois surpris par la dimension. Les éducateurs dans les lycées et dans les collèges poussent les filles vers des formations plus courtes que pour les garçons. Ils ne le font pas méchamment, ils le font inconsciemment. Donc la plupart du temps, c'est inconscient. Les juges ont des biais ethniques aux États-Unis. Pour certains, c'est sûrement conscient, mais pour la grande majorité d'entre eux, ils n'en sont même pas conscients. L'avantage d'un algorithme, c'est qu'un algorithme, encore une fois, j'ai dit, il peut être biaisé, mais vous pouvez mesurer ce biais et c'est plus facile de corriger les biais d'un algorithme que de corriger les biais d'un vieux juge qui est persuadé de faire de faire ce qu'il faut depuis 20 ans. D'accord ? Donc, ça demande du travail, en particulier sur ces techniques de réseau de neurones. Il y a des gens qui ont commencé à regarder comment débiaiser un réseau de neurones. C'est pas simple. C'est-à-dire que ça demande à faire des propagations dans l'autre sens. On a l'habitude de faire passer les données dans ce sens-là en disant ben voilà, puis à la fin on a tuné tous les paramètres, tout marche bien, on est content. Là, faut partir des résultats. On s'est aperçu qu'on défavorisait les personnes âgées. Il faut rajouter un biais en faveur des personnes âgées. Eh ben, c'est pas comme on a l'habitude de faire. Mais encore une fois, c'est possible. Donc voilà, l'utilisation des algorithmes dans la société n'est pas par essence quelque chose qui améliore la société, mais c'est par essence quelque chose qui peut nous permettre d'améliorer la société si on fait les efforts nécessaires. D'où l'importance de ces considérations éthiques, parce que là, on n'est pas dans des efforts en performance. Il ne s'agit pas d'aller 2 fois plus vite, il ne s'agit pas de traiter 2 fois plus de données. Il s'agit de faire les choses mieux. Alors, je vais prendre un exemple sur la santé. Je l'ai gardé dans les diapos. C'est peut-être une erreur ici. Mais bon, j'avais fait ça parce que j'ai été invité à un congrès sur les assurances et je trouvais que c'était une bonne façon de réveiller la salle. Donc, quand on veut faire de l'analyse de données dans la santé, on peut faire des soins plus personnalisés. On peut avoir toutes les données médicales d'une personne, toutes ses données sociales, et puis avoir des mesures prédictives, faire des soins personnalisés, etc. Tout ça, c'est passionnant. D'un autre côté, on peut aussi faire des polices d'assurance personnalisées. C'est tout à fait la mode aux États-Unis. C'est-à-dire, on peut évaluer votre risque, et puis si votre risque est plus élevé, on va vous faire payer plus cher. Ce qui est parfait pour l'assurance, hein, si vous réfléchissez bien, parce qu'à la limite, si la personne part, tant mieux, vous avez perdu un client qui coûte de l'argent. Et puis, vous allez pouvoir faire des assurances moins chères pour les personnes qui ne sont jamais malades. Et donc, c'est mieux puisque vous allez gagner plus d'argent. D'accord ? Ou en tout cas, vous allez tout bien aligner. Alors, évidemment, il y a des effets de bord qui peuvent être désagréables. Les personnes trop à risque ne sont plus assurées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça va être l'État ou personne qui les assure. En France, ça paraît un peu aberrant, disproportionné. Aux États-Unis, j'avais des amis, par exemple, qui habitaient dans la vallée près de Los Angeles et qui ne pouvaient pas assurer leur maison parce que leur maison était dans une zone où il y avait des risques d'incendie trop forts. Donc, ils ne pouvaient pas assurer leur maison. Donc on peut faire
une médecine qui est meilleure, plus adaptée à chacun, on peut aussi faire des risques qui sont de moins en moins mutualisés. Alors que pour moi, mais c'est peut-être un défaut personnel, pour moi, l'assurance, c'est une question de mutualisation de risques. Alors je sais, c'est un peu naïf, mais encore une fois, c'est la même techno qui permet les deux. Donc, je pense que je n'ai pas eu trop de mal à vous convaincre de la nécessité de l'éthique en analyse de données. Et là, il faut revenir un peu en arrière. Donc, on a des algorithmes avec lesquels nous vivons. On est entouré de milliards de machines. Alors, pour une petite digression, un jour, un philosophe m'a demandé quelle était l'intention de ces milliards de machines. J'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que c'est nous qui écrivons le code. C'est nous qui décidons ce qu'il y a dedans. En tout cas, c'est à nous de décider ce qui doit être dans le code. Donc, pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas d'intention dans ces milliards de machines autre que ce que les gens qui les ont développées et qui veulent faire de l'argent avec ont mis dedans. Mais collectivement, l'idée, c'est d'arriver à mettre dans toutes ces machines une intention qui serait de faire que le monde vers lequel on va soit un meilleur endroit pour vivre. Alors, je sais, ça fait bisounours, on est tout ça, etc. Je suis d'accord, mais encore une fois, c'est quand même ce qui a guidé nos sociétés depuis des centaines d'années. On a appris des règles de fonctionnement en société, on a appris des règles depuis très longtemps, on a développé des valeurs. La question, c'est que ces valeurs-là, elles sont en dehors du cadre des machines, et les machines doivent nous aider à les protéger. Donc, la conclusion, c'est qu'il faut évidemment, on peut évidemment exiger des algorithmes qu'ils aient un comportement responsable. Alors, là, le mot responsable, c'est bien d'ailleurs, mais il a un double sens. Il y a une responsabilité morale, éthique, mais il y a aussi une responsabilité juridique. Alors, un algorithme, un robot, c'est un membre de la société pour moi, puisqu'on vit avec, mais ce n'est pas un membre qui a une responsabilité juridique. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas quelque chose d'une espèce connue. Ce n'est pas un chat ou un chien, ce n'est pas un extraterrestre, ce n'est pas une nouvelle espèce. C'est une construction humaine, même si c'est intelligent. J'aurais pas dû dire cette phrase-là, puisque si quelqu'un me demande ce que ça veut dire intelligent, j'en sais rien. Donc, un algorithme n'a pas d'intention au-delà de celle des humains, des sociétés, des entreprises qui l'ont conçu, entraîné, déployé, utilisé. Et donc, s'il y a un problème, c'est ces humains-là qui doivent être, et ces entreprises qui doivent être mises en cause. Alors là, j'ai mis tous les gens, parce que le problème, c'est que c'est ça, c'est pas, vous avez... au début de l'informatique, c'était simple. On écrivait son petit algo sur son petit programme sur sa machine, on le faisait tourner. Il y avait une personne mise en jeu. Maintenant, quand vous avez un téléphone comme ça dans votre poche, il y a des milliers de développeurs, des dizaines d'entreprises ou des centaines d'entreprises qui gagnent ou qui aimeraient gagner de l'argent avec votre machin. Donc il y a plein de gens. Est-ce que ça va être facile ? Non, c'est du travail pour les juristes, c'est pas du travail pour moi, heureusement. L'autre chose qui est intéressante, c'est que une fois qu'on a dit ça, on a compliqué un peu la tâche des juristes en disant, ben voilà, c'est à vous de gérer les conflits entre la personne qui a écrit le code, la personne qui l'a déployé, la personne qui l'a entraîné, etc. Mais c'est tout ça, c'est des sociétés et des humains, d'accord ? Il n'y a pas eu besoin d'inventer un nouveau concept, une nouvelle forme d'identité, de nouveaux principes. Moi, j'ai toujours un peu peur quand j'en vois un avocat comme Ben Soussan venir à la télé nous dire qu'il fallait inventer une nouvelle identité pour les robots. Je n'ai rien contre l'idée de dire je ne trouve pas normal que quelqu'un tape à coups de bâton sur un robot. Pas parce que j'ai de l'empathie pour le robot, c'est parce que j'ai de l'empathie pour la personne. En tapant sur un robot, qu'est-ce que la personne est en train de démontrer. Donc, il y a plein de sujets. C'est des sujets qui peuvent être très récents. J'avais mis la neutralité des réseaux, c'est un des sujets sur lesquels j'ai beaucoup travaillé.
Mais encore une fois, il n'y a pas besoin d'inventer de nouveaux principes, de nouvelles valeurs, tout existe déjà. Alors, éviter les biais, faire la transparence des résultats, la neutralité, vérifier les faits, la loyauté, la responsabilité. Il y a toute une gamme de choses, de valeurs éthiques que vous voudriez voir représentées dans les algorithmes. La transparence, par exemple, vous aimeriez bien savoir ce que fait une machine qui décide des trucs pour vous qui sont importants. Il y a l'explicabilité aussi. Vous aimeriez bien qu'on vous explique. On vous a refusé ce prêt. Avant, vous alliez voir un banquier. Vous faisiez refuser un prêt. Il vous disait, non, vous êtes trop jeune, trop bas salaire. Vous compreniez qu'en attendant 1 an ou 2 et en augmentant votre salaire, vous auriez pu avoir le prêt. Mais si c'est une boîte noire qui vous dit non, vous ne savez pas trop ce qu'il faut faire. Loyauté, ça c'est l'idée que ces algorithmes, quand il y a des CGU ou des choses comme ça qui expliquent ce qu'elles font, qu'elles fassent vraiment ce qu'elles font, quoi. Qu'elles fassent ce qu'elles disent. Alors, cette prise de conscience est particulièrement vraie pour l'intelligence artificielle. Voilà, j'ai dit le gros mot. C'est-à-dire pour toutes les techniques, pour moi c'est de l'informatique, mais toutes les techniques où la machine prend de l'autonomie. Ce qui est intéressant dans ce contexte, dans ce nouveau contexte, dans ces nouveaux logiciels, c'est qu'ils sont beaucoup plus autonomes qu'avant. C'est qu'ils peuvent proposer des décisions, par exemple, mais en se basant sur leur propre expérience, pas sur une liste de règles que vous leur aviez écrites dans le dur. Il y a cette notion d'autonomie. Un logiciel comme le logiciel de Go, ce qui est passionnant, qui a battu le champion du monde, ce qui est passionnant, c'est qu'il a découvert de nouvelles stratégies. Donc là, on est vraiment dans la frontière un peu passionnante. Ces machines, maintenant, elles ne se contentent pas de faire ce qu'on leur avait dit de faire, elles ne se contentent pas de suivre des raisonnements extrêmement précis qu'on leur avait indiqués, elles ne se contentent pas d'essayer d'imiter ce qu'on leur a appris, elles raisonnent, et elles sont éventuellement même capables d'obtenir une certaine autonomie, de regarder ce qui se passe autour d'elles, d'être dans un contexte, et voire d'aller jusqu'à découvrir de nouvelles choses. Alors si c'est ça que vous mettez sous le mot intelligence artificielle, moi je veux bien, là c'est quelque chose de nouveau. Pour moi c'est l'évolution naturelle de ce que font les ordinateurs depuis le milieu des années 2000. Bien, donc la recherche et l'industrie travaillent beaucoup là-dedans. Il y a pas mal de logiciels là-dedans qui sont des logiciels libres. Il y a des choses qu'on veut ou pas faire, les armes autonomes. Est-ce que vous vous trouvez normal? On sait faire aujourd'hui. On sait faire qu'il y ait un avion qui aille au-dessus d'un pays ennemi, qui détecte, sans être connecté même ou piloté à distance, qui détecte sa cible, qui analyse sa cible, qui décide que oui, cette personne doit être éliminée et l'élimine. Tout ça peut se faire automatiquement. Entre parenthèses, les avions que vous prenez pourraient aussi être pilotés complètement automatiquement. Si on laisse un pilote dans l'avion, c'est essentiellement pour que vous vous sentiez plus confortable. J'exagère à peine. En tout cas, ces armes de guerre autonomes, est-ce qu'on en veut, est-ce qu'on n'en veut pas? Et si on n'en veut pas, ce n'est pas une raison technique, on sait faire. Si on ne veut pas, c'est une raison éthique. Et puis, encore une fois, bon, moi, c'est des sujets qui me dépassent en tant qu'informaticien. Ce sont des sujets qui deviennent des sujets sociétaux. Ce n'est plus des sujets scientifiques. Alors là, je parle de comité d'éthique de l'informatique, dont notamment la CERNA, qui a même fait un 3e rapport récemment sur la souveraineté, que je n'ai pas lu, mais dont vous pouvez poser des questions à Christine, sur lesquelles vous pouvez poser des questions à Christine. Et alors là, ça avance plus, je ne sais pas pourquoi.
Alors là, il y a le World Economic Forum qui avait mis le top 9 des questions sur ce sujet-là, questions d'éthique. Alors, je ne vais pas les prendre tous, mais je vais prendre le premier parce que c'est un de mes favoris. Est-ce que les machines vont nous remplacer dans le travail de production de biens et services? Alors là, il y a une querelle d'économistes. Il y a des économistes qui disent oui, il y a des économistes qui disent non, parce qu'il va y avoir un phénomène schumpeterien. On va inventer de nouveaux services et de nouveaux produits, et donc il y aura toujours du travail pour les humains. Je suis informaticien et écologiste, donc je pense que je ne crois pas à cette méthode-là. Premièrement, parce que si on construit de plus en plus de produits, on pollue de plus en plus, on utilise de plus en plus les ressources de la planète, donc c'est pas une bonne idée. Et puis, encore, pour des nouveaux services, moi je veux bien, mais à partir du moment où l'IA fait suffisamment de progrès, la plupart des services qu'on va imaginer pourront être faits de façon moins coûteuse par des machines que par des humains. Donc pour moi, la question de savoir si le travail pour produire des biens ou des services est une question qui va être résolue, dont la question principale, c'est pas si ça va être remplacé par des machines ou pas, mais à quelle vitesse ça va être remplacé par des machines ou pas. Et ça, j'en sais rien, je ne suis pas futurologue. Donc maintenant, une fois qu'on a dit ça, il y a trois solutions. La première solution, c'est de pleurer. La deuxième solution, c'est de dire non, on va empêcher ce genre de choses. J'ai découvert ce matin qu'il y avait une association, alors je ne vous encourage pas d'y adorer, il y a une association contre l'intelligence artificielle. Mais ce n'est pas la peine d'aller y adhérer. Donc on peut décider qu'on va collectivement interdire toutes ces technologies. On peut aussi décider collectivement de retourner à l'âge de pierre, moi, pourquoi pas, ou même individuellement, il y a tous les survivalistes qui vont se planquer au fond de la campagne en disant de toute façon le monde va péter. Moi, je ne pense pas non plus que c'est une solution. La troisième solution, c'est de regarder vraiment le problème et de dire quel est le problème. Prenons les caissières dans des supermarchés. Les caissières dans un supermarché, ce n'est pas un boulot rigolo, c'est un boulot dur physiquement et mentalement. Donc, si vous avez une caissière, alors encore, c'est très sexiste, hein, c'est une dame en général, donc c'est pour ça le mot caissière, mais ça peut être un caissier, qui travaille 35 heures par semaine sur sa caisse, un peu plus pour avoir des heures sup. Ce dont elle rêve, ce n'est pas de son boulot. Ce dont elle a besoin, c'est son salaire. Donc, si vous l'arrêtez en remplaçant le caissier ou la caissière par une machine, cette personne-là ne va pas pleurer l'absence de boulot, va pleurer l'absence de salaire. Donc la vraie question, ce n'est pas le remplacement des humains par des machines pour faire le travail productif. La vraie question, c'est la distribution du produit, de la valeur qui est produite par ces machines. Donc la vraie question n'est pas une question est-ce qu'on laisse ou pas les machines faire ça. La vraie question est une question politique. Quel est le modèle politique qui va nous permettre de faire cette transition, qui va permettre une transition qui fera que quand une machine produit, tout ou partie du résultat, de la valeur de cette production va être distribuée dans les gens qui ont perdu leur travail parce qu'il y a des machines. Donc là, on n'est plus du tout dans la science, on est carrément dans la politique. Alors, certains voient là-dedans un plaidoyer pour le revenu universel. Pas complètement, parce que là, je parle un peu dans la science-fiction, je parle à terme. Je ne sais pas si demain matin, je ne sais pas à quelle vitesse ça va se passer. Peut-être que ça prendra une génération, peut-être que ça prendra 2, 5 générations, j'en sais rien. Mais à terme, il faudra se poser la question de trouver un modèle politique qui fasse que le travail des machines soit distribué parmi les gens, parce que c'est pas possible d'être autrement. Autrement, ça voudra dire que 95% de la population ne travaille pas et n'a pas de ressources. C'est aussi un modèle, mais je pense que ce n'est pas un modèle très soutenable. Alors voilà, on n'a parlé que d'un point. C'est déjà le deuxième, en fait. Comment on redistribue la valeur.
Chacun de ces points et probablement mérite énormément de réflexion. Donc j'en arrive à la conclusion. Alors la première question, c'est quelles sont les tâches qui ne pourront jamais être réalisées par des machines? Alors, la question est déjà un peu ambiguë. Là, je voulais dire qu'on ne saura jamais faire réaliser par des machines. Donc, à mon avis, aucune. Les tâches que vous arrivez à spécifier relativement suffisamment, une profession, un boulot, je ne vois pas pourquoi une machine ne serait pas capable de le faire. Alors, je ne dis pas demain matin, mais un jour. En général, les gens ont toujours tendance à penser que leur boulot sera le dernier à être appliqué. Donc, enseignant. Je suis enseignant. C'est clair qu'une machine ne peut pas faire ce boulot-là. Peut-être pas en totalité, mais la correction de copie, qui est un travail que j'adore, si une machine pouvait le faire, je ne serais pas forcément contre. De temps en temps, même en cours, je répète, j'ai l'impression des fois, je ne sais pas s'il y a d'autres enseignants qui sont dans mon cas, mais des fois, je ne me rappelle plus si j'ai déjà fait cette vanne ou pas. Je ne me rappelle plus si c'était l'année dernière ou pas. Donc ça, une machine, si je pouvais enregistrer les MOOC, par exemple, j'ai un MOOC qui vient de finir en ce moment, c'est vraiment agréable. Plus d'élèves que ce que j'ai jamais eu en cours. Et puis, j'ai rien à faire que assister au forum où ils me posent des questions. C'est quand même très agréable. Mais bon, encore une fois, je ne pense pas que ce soit une question de possibilité. Après, il y a une question, si vous nous laissez le temps, et on pourra apprendre à le faire et le faire bien. Alors, il y a une question après qui est une question plutôt d'éthique. Est-ce qu'on veut que ce travail soit fait par une machine? Et ça, c'est plus, comme toujours, quand on arrive dans l'éthique, c'est toujours plus compliqué, malheureusement. Et là, c'est pas si simple que ça. Par exemple, un juge, j'ai discuté avec des juges qui me disent jamais on pourra avoir des procès qui sont jugés par des machines. Alors, quand vous essayez de gratter pourquoi, c'est toujours la même règle. Moi, je ne peux pas être remplacé par une machine. Mais il y a quand même de vraies raisons. Est-ce qu'elles sont suffisantes? Je ne sais pas. Par exemple, un juge m'a dit, au moment où le procès se termine, il faut que l'accusé puisse regarder le juge dans les yeux et puis accepte la sentence. Et que cette acceptation de la sentence passe par le fait que oui, monsieur ou madame la juge, vous êtes humain et vous auriez pu être à ma place. C'est pour ça que les jurys citoyens, par exemple, ça marche assez bien, parce que les citoyens pourraient être à la place des... Je ne sais pas. Il y en a une autre raison que moi j'aime bien, c'est la lenteur de la justice. Les machines sont extrêmement rapides, mais quand vous regardez bien, un procès, c'est un événement. C'est une histoire qui se raconte. Il y a un livre de Garapon et Lassaigne qui raconte un peu ça. C'est toute une histoire qui se raconte, et cette histoire, on ne peut pas la squeezer. On ne peut pas juste donner ça à une machine qui va faire des arguments dans tous les sens, etc. Il faut qu'il y ait une vraie histoire, qui soit un temps humain. Les machines ont des temps qui ne sont pas vraiment humains. Les machines sont très rapides, trop rapides pour nous, la plus souvent. Donc il y a des questions qui sont plus de qu'est-ce qu'on veut qu'elles fassent. Donc la vraie question, c'est pas tellement qu'est-ce que les machines pourraient faire, mais qu'est-ce que nous acceptons de faire réaliser par les machines aujourd'hui ou demain. Il y a d'autres questions dont je n'ai pas parlé ici, mais qui me paraissent vraiment fondamentales. C'est comment apprendre à travailler, à vivre avec des machines. Une question qui, moi, me passionne depuis récemment, mais qui me passionne de plus en plus, c'est comment est-ce qu'on est transformé? J'ai entendu et lu quelques livres là-dessus, et du coup, je me suis dit, mais c'est vrai, c'est ça la vraie question. Est-ce qu'on change? On sait, on a compris que les gens avaient beaucoup changé avec l'écriture, que les gens avaient beaucoup changé avec l'imprimerie. À mon avis, on est en train de vivre une transformation au moins aussi considérable. Je prendrai juste un exemple, la réalité augmentée. Vous pouvez vous retrouver dans un espace-temps qui suit des lois physiques qui ne sont pas celles auxquelles on est habitué.
ça va nous... Et nos sens vont être exposés à ça. Notre raisonnement va être exposé au raisonnement de cette machine. Waouh! Si quelque chose doit nous transformer, c'est vraiment ça, non? Et puis, évidemment, comment... Je vais dire presque moins important, mais quand même très important, c'est comment ces algorithmes transforment-ils la société. Bon, ça, c'est redit un peu de la même chose. Je vais terminer par de la pub. Si vous avez été intéressé par ce que vous avez entendu là, alors le temps des algorithmes est avec Gilles Devecq, qui est paru en 2017 au Pommier. Ça parle de la transformation par l'informatique et le numérique du monde. Teradata, avec Valérie Peugeot, focalise plus sur les questions de quels sont les aspects big data, les aspects gestion de données. Donc c'est plus directement ce que j'ai présenté aujourd'hui. Celui tout à droite, le bot qui murmure à l'oreille de la vieille dame, c'est un recueil de nouvelles de science-fiction avec des petits textes explicatifs qui a pour but de montrer que cette technologie n'est pas aussi négative que ce qu'on veut bien dire. En fait, si vous voulez, j'ai écrit ça un peu comme réponse à Black Mirror, pour ceux qui connaissent Black Mirror. Donc Black Mirror, c'est complètement dans l'angoisse, dans la terreur, c'est la face sombre du numérique. Et moi, j'ai voulu montrer qu'il y avait une face qui était moins sombre. Et alors, gratuitement, donc j'insiste particulièrement sur celui-là parce qu'il est gratuit, un blog qui s'appelle binaire.blog.lemonde.fr que j'anime avec quelques copains, qui se veut un genre de magazine de la science informatique. Donc on traite de tous les aspects scientifiques de l'informatique, en laissant beaucoup de place à des chercheurs d'autres disciplines, parce qu'encore une fois, pour nous, un des grands avantages de l'informatique, c'est de permettre à d'autres disciplines d'acquérir de nouveaux outils. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. J'espère que je n'ai pas été trop long et je vous remercie de votre attention.